En à peine 5 ans, la France a tenté de remplacer l'or par du papier, d'effacer sa dette et de s'enrichir grâce à une colonie à moitié imaginaire. Comment un seul homme, John Law, a-t-il pu retourner tout le système monétaire et ruiner un royaume entier en même temps? Elle doit aux rentiers de Paris qui ont prêté à l'hôtel de ville, confiant dans la parole royale. Elle doit à ceux qui ont acheté des rentes viagères, misant leur vieillesse contre la durée de l'État. Elle doit à ceux qui tiennent des rentes perpétuelles, ces fils ininterrompus qui lient les familles à la monarchie, génération après génération. Les troupes qui sont revenues de la longue et épuisante guerre de succession d'Espagne attendent leur solde. Derrière chaque arriéré, il y a un uniforme râpé, une blessure mal refermée, un foyer qui espère. Des régiments entiers, cavalerie, fantassins, officiers, ont servi un roi qui n'a plus de quoi payer. Les fournisseurs de vivres, de poudre, de draps. Ils ont poussé des convois sur des routes défoncées, envoyé des navires vers des ports qui manquaient d'argent, et maintenant ils attendent. Les paiements s'enlisent, les promesses se multiplient, les échéances reculent. Les fermiers généraux, les traitants, ces financiers qui, en échange d'un bail, ont avancé aujourd'hui ce que l'impôt devait rapporter demain. Ils ont acheté le droit de lever la gabelle sur le sel, les aides sur les boissons, les traites sur les marchandises qui passent les barrières et les frontières. Ils ont avancé l'argent au trésor, puis pressé le paysan, le marchand, l'aubergiste. Les recettes ordinaires ne suffisent plus. La taille écrase les campagnes. La capitation, née en 1695, s'abat sur les têtes selon les ordres, les corps, les exemptions jalouses. Le 10e, créé au cœur de la guerre, tente de saisir une part du revenu, mais déjà les privilégiés se dérobent, les provinces renâclent. Les impôts indirects montent comme une marée grise. Le sel doit de l'argent à la couronne. Les tonneaux de vin, de bière, d'eau-de-vie portent en silence la marque des aides. Les ballots franchissent ou contournent les postes de traite, traînant avec eux le soupçon de la fraude et la certitude du prélèvement. Pour financer ces guerres, Louis XIV a vendu des charges, multiplié des fonctions, créé des offices vénaux par centaines. Chaque office acheté est une promesse, gage, pension, privilège. Ce sont des hommes et des familles qui ont payé cher le droit d'exister dans la machine de l'État. Désormais, leurs gages sont autant de chaînes nouées aux chevilles du trésor. Et la monnaie elle-même est devenue instable. Sous Chamillard, sous Desmarets, on a joué avec les cours. On a frappé, réformé, réduit, rehaussé. Les pièces d'or et d'argent perdent et gagnent de la valeur au gré des édits. Chaque réformation monétaire enrichit quelques-uns, dépendant du secret, et désoriente le reste du royaume. Les billets émis par la monarchie sous le règne précédent, billets de monnaie, billets d'État, flottent sur ce chaos. Ils se déprécient, ils perdent la confiance. Ils deviennent des promesses fanées que l'on passe de main en main avec méfiance. Louis XIV meurt, laissant à son arrière-petit-fils un trône et une nasse. Le crédit de la couronne est entamé, la trésorerie désorganisée. Le trésorier retarde, négocie, supplie, refuse. Dans les couloirs du pouvoir, on ne compte plus les pensions promises, les fournisseurs non payés, les officiers qui attendent. Dès 1715, il tente de rompre avec le style du feu roi. Il met en place la polysynodie, remplaçant les ministres par des conseils. Un conseil de finances né, peuplé de grands seigneurs, de magistrats de robe, de personnages jaloux de leur rang et de leur influence. Les anciens réseaux de financiers, compromis dans la longue intimité avec Louis XIV, inspirent la suspicion. Les fermiers généraux, les traitants, ces hommes qui ont fait fortune en avançant au roi, paraissent autant de parasites qu'on tolère faute de mieux. La Régence cherche une autre voie. Les mémoires affluent. Les projets pleuvent. On propose des réformes d'impôts, des réductions de dépenses, des échelonnements de dettes. Parmi ces papiers, certains portent un accent étranger. Un nom revient, d'abord bas, puis plus fort. John Law. Sa vie porte déjà la marque du destin et du sang. À Londres, en 1694, un duel. Une querelle, un geste trop sûr, un homme qui tombe. La justice le condamne, la prison se referme, mais les barreaux s'ouvrent à l'exil. Law fuit. Il emporte avec lui non seulement ses talents, mais une marque indélébile, celle de l'homme qui ne recule pas. Sur le continent, il fréquente les financiers, les changeurs, les spéculateurs des grandes places d'Europe. Il observe les monnaies qui montent et qui tombent, les titres qui enflent puis s'effondrent. Il écrit. En 1705, son ouvrage Money and Trade Considered résume sa vision.
La monnaie n'est pas seulement métal, elle est crédit, promesse, mouvement. Le papier peut la remplacer, si la confiance suit. Des proches de la cour, intrigués par ces théories, l'introduisent auprès du régent. Saint-Simon le mentionne, Argenson aussi. Un étranger audacieux, l'œil clair, la parole ferme. Il parle d'abondance monétaire, de circulation, de commerce libéré par le crédit. Il décrit un système où la dette cesse d'être un poids mort pour devenir moteur. Law propose la création d'une banque à billets. Une banque qui émettrait du papier-monnaie assuré par des actifs réels, terres, impôts, commerce. Une banque qui remplacerait la monnaie de métal, sujette aux manipulations, par un papier stable, garanti, accepté partout. Il imagine du papier-monnaie émis par une banque privée, puis royale, adossée à des actifs solides. Il imagine la conversion progressive de la dette publique en actions d'une grande compagnie privilégiée. Il imagine un système où l'État, au lieu de ramper devant ses créanciers, s'adosse à une machine capable de transformer les créances en titres, les titres en richesses, les richesses en recettes. Autour de lui, certains conseillers du régent l'appuient. Ils voient l'impasse du système ancien, la lassitude du royaume devant les fermes générales, les offices vénaux, les réformations monétaires arbitraires. Ils se laissent séduire par la perspective d'une réforme totale. D'autres se crispent. La haute magistrature, les financiers traditionnels, les héritiers des réseaux du règne précédent défendent leur position. Ils flairent un danger mortel. Si demain une banque et une compagnie concentrent le crédit, la dette et les impôts, que deviendront-ils? C'est une banque privée en apparence. Une société par action, fondée par John Law et plusieurs associés. Son capital s'élève à 6 millions de livres. Une partie, un quart, est libérée en espèces d'or et d'argent. Les 3 autres quarts le sont en billets d'État dépréciés, vestiges de dettes anciennes que plus personne ne veut à leur valeur. Déjà, la manœuvre commence. Ce qui pour l'État était une promesse lourde et discréditée, devient pour Law un capital comptable. Les créances flétries se transforment en apports à la banque. L'alchimie de la finance opère. La ruine d'hier devient la base de l'édifice de demain. La Banque Générale reçoit des dépôts. Or, argent, billets d'État. En échange, elle émet ses propres billets, payables à vue en espèces, portant une valeur fixe. Ces billets, promis stables, se démarquent aussitôt des monnaies métalliques dont la valeur légale change au gré des volontés ministérielles. Le régent soutient. Il accorde à la banque des avantages. Les billets de la Banque Générale deviennent acceptés pour le paiement de certains impôts. Ainsi s'achève l'hésitation. Un papier que le fisc accepte devient aussitôt plus désirable que le métal lui-même soumis aux caprices du pouvoir. Les négociants, les banquiers, découvrent un instrument nouveau. Les billets de la Banque Générale offrent un moyen de paiement plus sûr, plus commode, qui n'est pas rongé par les réformations. Les affaires se font plus fluides, les transactions plus rapides. Un nom vaste comme un vent. Le Mississippi, fleuve immense qui traverse les imaginations autant que les forêts. La Nouvelle-Orléans, encore à peine une idée, une cité à naître en 1718. Biloxi, Mobile, quelques postes dispersés, des colons rares, des soldats disséminés, des fourrures, des terres, des mines qu'on suppose, qu'on invente, qu'on exagère. Les créanciers de l'État peuvent apporter ces vieux papiers, reflets de dettes anciennes, et les convertir en actions de la compagnie. La dette change de visage. Ce qui liait l'État à un rentier devient un lien entre ce rentier et une compagnie. L'État, en échange, cède des privilèges, monopoles commerciaux, droits sur certaines traites, concessions de terres. Les porteurs de billets d'État, créanciers de la monarchie, acceptent d'échanger leurs créances contre des actions. Ils espèrent des dividendes, des profits venus des fourrures, du tabac, des terres, peut-être de mines d'or et d'argent que l'imagination d'Europe ne cesse de chercher dans le Nouveau Monde. John Law et ses associés, au centre, tiennent un instrument prodigieux. La compagnie est à la fois bras de colonisation, machine de commerce et vaste éponge à dettes. Dollar pour dollar, livre pour livre, elle aspire les créances et les transforme en titres. De 1717 à 1718, Law monte en puissance aux côtés du régent. Les édits se succèdent. La Banque Générale se voit confirmée, épaulée, mise en avant. La Compagnie d'Occident reçoit de nouveaux privilèges, empiète sur d'autres compagnies, s'élargit comme un fleuve en crue. La compagnie reçoit des concessions plus vastes en Louisiane. On lui confie l'organisation de convois de colons et de soldats vers le Mississippi. Les affiches promettent des terres, des fortunes,
des printemps sans fin. Des hommes se laissent séduire, quittent port et village, montent sur des navires battant pavillon royal, croyant partir vers un Eldorado. Les titres de la Compagnie d'Occident, émis à un prix nominal, 500 livres par exemple, commencent à monter. Dans les ruelles étroites, dans les hôtels particuliers, les chiffres circulent. Hier encore banal, les papiers de la compagnie s'échangent déjà au-dessus de leur valeur d'origine. Les émissions d'actions se succèdent. Série après série, parfois baptisées mère, fille, petite fille, de nouveaux titres naissent. On les souscrit en billets d'État, en billets de banque, parfois en espèces. Chaque émission convertit davantage de dettes en actions. La Banque Royale émet des billets. Ces billets servent à acheter des actions de la compagnie. La compagnie, elle, prend en charge des portions toujours plus importantes de la dette de l'État, reçoit en échange des monopoles commerciaux et des fermes fiscales. Au-delà des affiches triomphales, la Louisiane peine à répondre aux promesses. Les terres sont vastes, mais le peuplement est maigre. Les mines, le plus souvent, ne sont que du rêve imprimé. Les convois de colons affrontent la maladie, les marées, les désillusions.